Alors, le thème que j'ai voulu aborder aujourd'hui, là, à la rentrée, Mmh. en fait, ça m'a été inspiré par le fait que je ne sois pas venu la semaine dernière. Et j'ai Mmh. assisté donc à un mariage de ma voisine de palier. Exactement. Et j'étais en train de préparer, donc on n'a pas pu aller au Sheva Brachot par la suite, mais je voulais faire une petite dracha sur la communication dans le couple. Et la question que je voulais développer, c'est peut-on ou doit-on vraiment tout se dire? Alors, dans le couple ou dans les relations parents-enfants, il est clair que dans le couple, il y a des choses qui sont des affaires des femmes et les affaires des hommes. Qu'une femme raconte, je dirais, la complexité de choisir une robe, les tissus, la mode, etc. L'homme, ça lui passe un peu par-dessus la tête. De même, les affaires des hommes, de manière générale, ça peut aussi passer par-dessus la tête de la dame. Donc, habituellement, on va essayer de simplifier ce genre de discussion pour expliquer à son mari, mais on va justement, ou à son épouse, mais on ne va pas forcément tout se dire. Si la femme elle a passé 4 heures d'essayage pour aller choisir une nouvelle robe, si elle raconte ça à son mari, le mari il va planer. De même manière, si l'homme raconte toutes ces petites affaires à la choule, ou même, je dirais peut-être même, tout ce qu'il a étudié, je ne dis pas la conclusion de ce qu'il a étudié, mais tout ce qu'il a étudié, c'est-à-dire les, le Rif, le Ran, le Roche, le Tosfot, etc., tout ce qu'il a kiffé dans son étude. Mais s'il ne peut pas raconter ça à sa femme va pas du tout adhérer à la méthode d'étude qui est employée pour la Gemara, par exemple, ou d'autres sujets plus rôles. J'en sais rien, le choix d'une voiture, la motorisation, le machin, etc. Peut-être que la femme n'est pas du tout adaptée à ça. De même manière, dans les parents-enfants, on ne se dit pas tout. Il y a des histoires de parents qu'on ne va pas raconter aux enfants, et les enfants ne vont pas forcément vouloir tout dire à leurs parents. Ils ont leur petit jardin secret, etc. Donc, en fait, en conclusion de cette introduction, c'est on omet souvent des informations qu'on va juger inutiles pour l'autre, que ce soit les parents, que ce soit les enfants, que ce soit le mari, que ce soit la femme. Et on considère que certains non-dits sont préférables. Donc, c'est un peu ta conclusion aussi que tu avais abordé ça, Willy. Tu avais dit que dans des familles, il y a beaucoup de non-dits. Mais un exemple assez frappant, il y avait un jeune couple de ma connaissance, notre connaissance, et au début du mariage, la fille avait plein de problèmes dans l'établissement de son couple. Elle était partie voir une dame et lui a dit j'ai des problèmes avec ci, avec ça, avec ci, avec ça. Et la dame a dit n'embêtez pas votre mari avec ces choses-là, c'est pas important. Enfin, laissez-le tranquille, c'est pas des affaires. Et conclusion, quelques années plus tard, malheureusement, ce couple a divorcé. Et en analysant, justement, on est assez proches, on a un petit peu analysé la raison de ce divorce, et elle, de son propre avis, avait été même suivie par Raframou, de son propre avis, ils ont divorcé parce qu'ils ne s'aimaient plus, mais quand on creuse un peu, ils ne savent même pas pourquoi ils ont divorcé. Ils ne savent même pas pourquoi ils ont divorcé. Et en allant un peu plus loin, ce sont ces petits
tracas qu'elle avait en face de son mari, que cette dame lui a malheureusement conseillé de ne pas évoquer à son mari, qui ont fait dégénérer cet engouement qu'elle avait pour son mari, son amour, et qui a détruit son couple. Donc, doit-on tout se dire? Doit-on omettre des choses? Qu'est-ce qu'on peut faire? Peut-on rien dire, finalement? L'homme et la femme vivent dans deux mondes différents, alors finalement, on ne se parle pas. On m'a raconté aussi d'un couple qui ne parlait pas la même langue, qui se sont mariés, un couple qui a tenu, ils ne connaissaient pas une langue commune. C'était assez impressionnant. Et ça, que je connais, quoi. Enfin, c'est un couple qui habite à Londres. Après, elle a appris, mais ça a pris plusieurs années pour qu'ils puissent commencer à communiquer. Et pourtant, c'est un couple qui a eu des enfants rapidement, etc. Donc, est-ce qu'on peut ne rien se dire? Ça, c'est un gros problème. Il y a un autre sujet qui est peut-être intéressant, qui est sous-jacent sur ce point-là, c'est le mensonge. On a l'habitude, et on pense que c'est légitime, de mentir aux enfants, voire de mentir à sa femme ou à son mari, je ne sais pas, mais c'est quelque chose qu'on a l'impression que c'est légitime. Donc on a le non-dit, l'omission, et on a le mensonge. Par exemple, papa et maman doivent sortir, l'enfant ne veut pas qu'il sorte, donc il est avec la babysitter, et on va lui dire, ben, on part pour 5 minutes. Et l'enfant va le croire. Et puis il va se faire arnaquer, puisque finalement, les parents ne partent pas pour 5 minutes. Et puis on pense que c'est tout à fait légitime, tout à fait légal de mentir à un enfant. C'est pour le shalom. C'est pour ce qu'on considère comme le shalom. Le problème, c'est à travers ce mensonge-là, que ce soit à son mari, à sa femme ou à son enfant, c'est la mise en place d'une perte de confiance. Et si on ment à quelqu'un, ça veut dire qu'on le prend entre guillemets pour un imbécile. Donc il y a un manque de considération de l'autre. Donc comment est-ce qu'on peut positionner la halakha sur ce sujet-là? Je ne sais pas, je n'ai pas trouvé de source énorme sur ça. C'est pour ça que je me base sur ma problématique de Sin-A de Tochacha qui vont venir nous éclairer sur ce sujet-là. Qu'est-ce que vient nous dire la Torah sur ce sujet-là? C'est, donc on reprend toujours le même pasouk, Lotisna et taricha bilvafra, donc ne garde pas de sin'a pour ton frère dans ton cœur, Ochiach tochiach et amitecha, fais-lui une tochacha, et tu ne feras pas de faute à cause de lui. Velotissa la frette. Qu'est-ce qu'une tochacha? C'est au moment où je ressens qu'il y a un malaise, qu'il y a un énervement possible, qu'il y a quelque chose qui ne va pas avec l'autre, j'ai une mitzvah de la Torah d'aller éclairer l'autre et d'aller lui parler. Mais comment lui parler? Quoi évoquer? En fait, globalement, il faut essayer dans la Torah, il y a des lois. La première loi, c'est de le faire sans vexer l'autre, c'est-à-dire sans lui faire de honte. Donc, on va parler à l'autre dans un environnement clos, dans un environnement serein, on va dire comme ça. Et qu'est-ce qu'on va faire? On va évoquer à l'autre le problème. On va essayer de l'éclairer sur son ressenti, son propre ressenti par rapport à un problème. On va essayer d'analyser le problème avec l'autre et on va essayer de trouver une solution commune, une solution équilibrée pour sortir du problème. Donc, comment est-ce qu'on va appliquer ça à notre problématique de doit-on vraiment tout se dire? Finalement,
Quand c'est OK, quand il n'y a pas de problème, c'est-à-dire quand c'est juste des informations de vie courante, de vie commune, on peut se permettre d'omettre des choses. Il n'y a pas d'enjeu, il n'y a pas de difficulté du couple, il n'y a pas de difficulté de relationnel parent-enfant, etc. On peut omettre. Par contre, il ne faut jamais mentir. Ah, quelqu'un qui arrive. Ah, Moshe. Par contre, il ne faut jamais mentir. Mais on peut se permettre d'omettre. Par contre, dans des cas où il y a des tensions, où il y a une possibilité… Bonsoir Moshe. Ah, pas encore, il m'entend encore pas. Il ne m'entend pas encore. Quand il a une possibilité éventuelle de tension ou de risque de tension ou de tout ce qui peut générer des mots MAUX dans la relation. Bonsoir Moshe. Bonsoir. Là, à ce moment-là, on est obligé de tout se dire, sans rien omettre, et même de faire un travail spécial, de ne rien oublier, de tout dire, afin que l'autre partie puisse avoir connaissance totale de mon sentiment, de mon ressentiment, des difficultés que j'ai, etc. Et ça, c'est une position qui me semble être la plus équilibrée. Mais c'est quand même assez délicat de dire ça, de dire que à partir du moment où il y a une notion de tension, une possibilité de tension, une possibilité d'incompréhension, une possibilité de confiance, de perte de confiance, de considération, etc. Tout ce qui va créer qui va faire dégénérer ma relation à l'autre, là, j'ai une obligation de tout dire. Tout dire sans rien omettre. Donc l'enfant, par exemple, le petit enfant à qui que je dois laisser avec la babysitter, je dois partir à un mariage, eh ben, je lui raconte la totalité de la chose. On est obligé de partir, on doit partir, on va rester tard, tu seras sans doute endormi quand on va rentrer, mais je te ferai des bisous quand je rentrerai. Et oh non, je veux pas que tu partes, mais je suis comme ça, c'est dommage. Mais ou bien prévenir déjà l'enfant bien avant pour le préparer. Mais l'idée, c'est de le rassurer et de lui offrir, je dirais, une considération. Ce n'est pas une personne, un enfant, un sous-être qu'on va arnaquer en lui disant « mais non, on va revenir dans 5 minutes ». Là, à ce moment-là, je me sens obligé, justement parce que je suis en train de travailler à créer une relation avec mon enfant, de lui dire, sans rien omettre, de donner toute l'information à son niveau de compréhension, évidemment. Mais c'est l'idée. Alors, la deuxième partie de l'exposé que je suis en train de faire, c'est quand il y a un problème, on n'a pas trop envie d'en parler. Justement, quand il y a un problème, je vais taire mon problème. Pourquoi? Parce que si je vais exposer tout ce qui ne va pas, ça va créer des conflits. Et la peur de générer des conflits va faire que je vais faire en sorte que je vais être mochel, je vais penser à autre chose, je vais laisser la chose couler, et donc globalement, je vais rester avec mon ressentiment, mais en pensant que le conflit, c'est le contraire du shalom, ça c'est important à noter, en pensant que le conflit, c'est le contraire du shalom,
je vais tout détruire dans ma relation. Je vais arriver à garder des ressentiments en moi qui, petit à petit, vont semer des graines de la discorde, en fin de compte. Donc, en fait, la peur du conflit va faire que je ne vais pas dire les choses et je vais m'empêcher d'aller expliquer à l'autre ce qui ne va pas. Pourquoi? Parce que dans l'idée, un conflit, c'est un échec, c'est une perte d'harmonie, c'est une perte de tranquillité. Alors, on essaie de trouver des solutions rapides, des biais comme ça, pour dire, bah voilà, on fait pas grave, on passe. Ce n'est pas un problème. Or, justement, toute la problématique justement liée au passouk Lotisna Taricha Bilvafra, c'est exactement ça, de ne pas garder aucun ressentiment envers l'autre. Jamais. Donc, de prendre le temps d'aller résoudre le problème. Mais voilà, justement, l'idée, c'est qu'on essaye de combler les manques de manière illusoire. Par exemple, quand on a des enfants, je veux acheter un enfant, je veux acheter un jouet. Oui, mais l'autre, il va être jaloux. Alors, j'achète 2 jouets. Ou quand il y a un conflit, je vais essayer de faire pression sur le plus coulant des deux pour qu'il cède. Je ne vais pas résoudre le problème. Je vais mettre en place un système de palliatif pour que pour qu'il n'y ait pas de problème, pour que le problème soit résolu. Mais en fait, finalement, je ne creuse pas le problème, j'analyse pas le problème fondamentalement, et je laisse le problème pourrir finalement. Et la peur, justement, c'est que si jamais un conflit éclate, justement cette discussion que j'appelle conflit, pour moi, je me sens incompétent dans mon rôle de père ou dans mon rôle de mari. Voilà, j'ai l'impression que je ne suis pas un bon mari parce que j'ai un différend avec ma femme. L'erreur fondamentale ici, c'est qu'il y a une énorme différence entre un conflit et une divergence d'opinion. Un conflit, c'est quelque chose qui est justement, on a une divergence d'opinion, mais cette divergence d'opinion, elle est suffisamment mal gérée pour aboutir à quelque chose qui s'appelle un conflit, c'est-à-dire une dispute, quelque chose de violent, quoi. Mais le principe, c'est que la divergence d'opinion, elle est fondamentale. Il n'existe pas de cellule familiale, de groupe d'amis, de n'importe quoi, de Keïla, etc., sans divergence d'opinion. Ça n'existe pas. Personne n'a absolument les mêmes idées que moi sur tous les sujets. Ce n'est pas possible. On a tous des divergences d'opinion. Et dans le cadre de la famille, dans le cadre de la fratrie, c'est extrêmement important de poser, d'affirmer les divergences d'opinion, justement pour éviter que ne se déclenche un conflit. Parce que à partir du moment où les opinions sont posées, moi je pense comme ça, moi je pense comme ça, moi je vis de cette manière-là, moi je vis de cette manière-là, c'est une information qui est donnée et qui va permettre aux autres de savoir comment je vais réagir. Finalement, ça évite les conflits. C'est exactement l'effet inverse. C'est-à-dire que cette capacité de tout se dire, de s'affirmer, d'affirmer « moi, je suis différent de ce que vous pensez, je pense différemment, j'ai mon opinion qui est différente et qui ne va pas comme vous le pensez », ça permet aux autres d'anticiper mes réactions. Puisque je réagis moi différemment, j'ai cette information-là, j'en sais rien. Moi j'aime bien me réveiller tard.
alors que toute la famille se réveille tôt. Si j'affirme clairement, moi de toute façon, je me réveille tard et je ferai tout mon possible pour me réveiller le plus tard possible, c'est comme ça ma vie. Toutes les disputes qu'il peut y avoir pour aller à la choule le matin, elles vont s'aplanir. De toute façon, il va essayer de se réveiller tard. Donc, on ne va pas aller au conflit pour le pousser à aller à la choule parce qu'il se réveille tard. Il va essayer de se réveiller tard. Donc, c'est une connaissance, c'est un état, c'est un savoir de la nature de la personne. C'est une nature. Et après, il faut accepter la nature de l'autre. Accepter l'autre, accepter la divergence d'opinion. Cultiver la divergence d'opinion. Et toujours dans l'idée, quand il y a une divergence d'opinion, dire la totalité, tout dire, sans rien omettre. Et ainsi, justement, on évite le conflit. Donc voilà, en conclusion, c'est un petit développement comme ça que je voulais vous soumettre. En conclusion, doit-on vraiment tout se dire quand il n'y a pas de divergence d'opinion, en fait, ou quand il n'y a pas de conflit sous-jacent, on peut omettre des choses, sans mentir. Mais à partir du moment où il y a une divergence d'opinion ou une tension ou éventuellement un conflit possible, à ce moment-là, il faut tout mettre sur la table et éclaircir l'autre sur son opinion, sur sa manière de voir, de telle manière à ce que l'autre puisse anticiper mes réactions. La parole, si vous avez des questions, si vous avez des réactions, avec grand plaisir. Willy, Moshe, Simon? Alors moi, si j'ai à dire quelque chose, c'est d'abord, il y a un passouk qui est clair dans Pirkei Avot, c'est marqué Alta Besiha Ema Isha. C'est clair, et c'est précis, et plus encore, il précise que c'est avec sa propre femme d'abord, a fortiori les autres. C'est comme ça que le Pirkei Avot décrit la situation, et pour deux raisons. D'abord, pour garder son jardin secret et discuter avec elle que ce qui l'intéresse. C'est-à-dire ne pas couper la discussion, ne pas... il faut lui laisser la parole, mais on va la limiter à ce qu'elle a besoin, ce qui l'intéresse. Le reste, eh ben, on fait le saut et on passe à autre chose. Voilà. Ça, c'est pour la femme. Pour les enfants, ça, c'est clair. Il faut consacrer le plus de temps à dialoguer et à essayer de leur transmettre au moins ce qu'on a reçu de solide. Voilà. Alors, sur le Al-Tarbé, Sichot Imaïcha, j'ai étudié justement, il y avait un cas comme ça qui s'est présenté, qui disait que il y avait un garçon qui avait pris à la lettre cette Mishnah et il parlait pas avec sa femme. Il lui faisait des gestes, il faisait et il parlait pas avec sa femme. Sa femme, elle en pouvait plus. Elle a fait appel au Rav. Je sais plus le nom du Rav, mais il y a une histoire comme ça avec un Rav très connu. Et le Rav a convoqué ce garçon et l'a convoqué. Il était dans son bureau et il lui a pas parlé pendant 2 heures. Et pendant ce temps-là, il y a sa femme qui est venue. Il a discuté des affaires de la maison. Il a discuté des affaires du marché, il a discuté prix, etc., de ce qui se passait. Et tout en laissant la personne, tout en ne parlant pas à cette personne.
Et le garçon, une fois qu'au bout de 2 heures, le Rav l'a congédié, sans lui avoir parlé, il a dit, j'ai compris des choses. J'ai compris que quand on ne te parle pas, c'est quand même assez humiliant. Et j'ai appris que le Rav pouvait parler de choses complètement, semble-t-il, futiles et inutiles avec sa femme. Ce sont des choses importantes du couple. C'est sûr qu'on ne va pas. Le Altarbe Sichot Imaisha, c'est ne pas développer de discussions futiles. J'en sais rien sur la mode, sur. Les sujets futiles existent en nombre, mais les sujets essentiels qui ont trait au couple, au fonctionnement de la maison, à l'éducation des enfants, au livret Torah, etc., ça, la Mishnah n'en parle pas. Là, au contraire, il faut les multiplier. Donc, effectivement, les sujets futiles, effectivement, ça n'a aucun intérêt de discuter de, que sais-je moi, de la pluie et du beau temps au Zimbabwe et de comment la mode c'est effectivement, il y a des sujets typiquement féminins, les habits, la mode, etc., dont l'homme ne doit pas trop s'occuper. Non, même ça, il faut s'en occuper. Même ça, il faut parler avec elle. Même ça, il faut lui laisser la place de parler de cela. Mais que pour qu'elle parle. Alors, vous n'allez pas dire comme Confucius, qui disait, quand une femme te parle, souris-lui, mais ne l'écoute pas. Non, au contraire. Tu donnes ton avis dessus. Ça, donc on est dans le cadre. Et jusque-là, ça s'arrête. Après, quand elle a vidé son sac, elle a tout dit, le reste, c'est bon, pas la peine de lui rajouter le Dvar Torah que tu as entendu ou le Daf Yomi que tu as mal compris ou pas assez, ou peu importe. Ça, c'est pas son problème. De cela, il ne faut pas lui parler. Là, je ne suis pas tellement d'accord. Le Dvar Torah, si. Si j'ai un Dvar Torah à lui transmettre, il y a des choses à faire, effectivement. Mais moi, le Tosfot que je n'ai pas compris, effectivement, c'est pas son, entre guillemets, c'est pas son rayon où ça risque de pas l'intéresser. Effectivement, là, mais c'est pas de ça dont parle la Mishnah. La Mishnah Altar Besicham Imaisha, c'est vraiment sur les choses futiles, sur les commérages. Alors, il faut savoir que ce qui est futile pour soi, mais pour elle, si c'est pas futile, il faut l'entendre. Absolument. Voilà, donc on fait la nuance entre ce qui est futile pour soi n'est pas obligatoirement futile pour elle, donc pour elle, il faut répondre. D'accord, tout à fait. Oui, Willy. Voilà, merci. Alors, pour rejoindre un peu ce que dit M. Lévy, sur le principe, en espérant ne pas me tromper, je crois que c'était Rav Wolbe qui disait que lorsqu'un mari rentre dans sa maison, il est d'abord une très grande paire d'oreilles. Voilà. Pendant 1 heure ou 2, il doit écouter et laisser ses soucis comme on accroche un par-dessus à l'extérieur de la maison. Et d'un. De 2, pour rebondir sur les propos tout à l'heure, à savoir le mensonge est-il autorisé? Est-ce qu'on doit tout dire? Je crois que c'était Rav Papo dans son Péléioët qui rappelle que le mensonge est une abomination et il cite 1001 sources. Il n'empêche que après, ultérieurement, après le Péléioët, on a des écrits différents rabbinim qui annoncent que la notion de mensonge par omission est parfois salvatrice d'une situation qui peut être délétère. D'une part. D'autre part, le mensonge peut être autorisé lorsqu'il permet de construire ou de protéger l'intérêt de tous. Un exemple, mettre un écriteau sur une barrière de sa maison, attention chien méchant, alors que soi-même on a peur des chiens et qu'on a au mieux un poisson rouge, c'est un mensonge, mais qui est salvateur pour le groupe, pour l'ensemble, puisqu'il protège de la maison, des intrus, etc. Après, il y a ce qu'on appelle le mensonge par omission. Monsieur a cassé le vase de la grand-mère
du côté de sa femme, il va essayer de trouver le même. S'il trouve le même, il le change. Il n'a pas la nécessité de dire « j'ai cassé le vase ». Quand bien même une femme est assez intelligente pour comprendre que ce n'est pas le même vase, peu importe, dans un esprit de shalom et d'intelligence, elle aura à cœur de ne pas relever le fait que ce n'est pas le même vase. Parce qu'elle a tout autant intérêt que son mari de sauvegarder un shalom baït. Maintenant, par rapport à ce que tu disais sur la notion de est-ce qu'on doit ou non accepter d'entendre les futilités si madame a envie de partager avec monsieur le choix du tissu des rideaux, il se doit d'écouter, et pas comme tu l'as précisé en taquinant Franck, comme Constitutus, écouter sans entendre, mais il se doit d'écouter et je m'excuse, mais le choix des rideaux, c'est un problème de la maison. Donc là, en l'occurrence, il a obligation d'écouter. Pas forcément. Il y a des hommes qui ne sont pas du tout attirés par la gestion de la maison et qui pourraient dire « Écoute, c'est ton problème, c'est toi le ministre de l'Intérieur, je te laisse gérer. » Il y a des couples qui fonctionnent comme ça, il faut le savoir. Alors je peux me permettre une parenthèse? Oui. C'est une dracha que je fais souvent dans des Shea Brachot. Je dis qu'est-ce que c'est que la construction d'un couple? La construction d'un couple, c'est pas juste bâtir la maison ou quoi que ce soit. C'est que justement aller rechercher tous les moyens de construire la maison ensemble. C'est-à-dire justement le choix des rideaux, le choix du papier peint, c'est autant d'occasions de faire des travaux ensemble, de faire des choix ensemble dans lesquels moi je vais me retrouver et dans lesquels ma femme va se retrouver. Moi, par exemple, je ne sais pas, il y a beaucoup de bruit. Il y a un bruit pas possible, excusez-moi. Et pourtant, je croyais avoir éteint. Vas-y, coupe le micro, Moshe, le temps que tu marches. D'accord. Et je disais que c'est une occasion. C'est-à-dire que le moment est venu de choisir des rideaux. Si je dis à ma femme, tiens, voilà le chèque et débrouille-toi pour les rideaux, c'est ton truc. J'ai loupé une occasion, j'ai perdu une occasion de construire ma maison avec ma femme. Par contre, si on va tous les deux choisir le rideau, moi je préfère qu'il soit plus solide, elle qu'il soit plus jolie, telle couleur, etc. Et quand à ce moment-là, on aura posé le rideau ensemble, on va tous les deux se reconnaître dans ce rideau et il va y avoir en fait compte une partie, enfin, ça va être une partie de ma construction avec ma femme, ça sera ces rideaux. Franck, c'est ton point de vue à toi, mais il y a des gens, d'accord, il y a des couples où… Non, mais qui loupent. Attends, Franck. Ils perdent les occasions. La notion de construction, ce qu'on appelle Shalom Bayit, c'est pas toujours matériel, Franck. Ouais. La notion de Shalom Bayit, et d'ailleurs elle est spirituelle avant d'être matérielle, la notion de Shalom Bayit, la construction, Shana Harishona, toutes ces choses-là, c'est comment je fais face à une situation nouvelle qu'on n'a pas encore expérimentée. Et il y a des couples, quand il y a les moyens, qui sont, il faudrait qu'on change les rideaux. Pas de problème, ma chérie, choisis ce que tu veux. Je serai d'une grande, je suis totalement inutile là-dessus. C'est pas mon cas. Je termine. Franck, je termine. Et il y a des gens qui parlent. Et en fait, c'est aussi une construction. Madame a compris qu'elle peut demander à son mari certaines choses et pas d'autres. Il ne lui a pas dit, ne m'en parle pas. Je te laisse faire le choix que tu veux. Je paye tout ce qu'il faut. Du moment que ça te fait plaisir et que c'est pratique pour la maison. Il aura le dit avec sa façon à lui. Parce que s'il commence à dire moi, je voudrais un truc plus solide, il risque de la contrarier. Parce que même, Franck, je termine, ce qu'on peut considérer, dans ton cas, comme une futilité ou une légèreté, n'en est pas une pour une femme qui veut gérer sa maison comme elle l'entend. Si elle a envie d'avoir des rideaux qui ne tiennent pas la route, qui te dit qu'elle n'a pas une machashava qui va lui dire ça me permettra de changer dans 5 ou 10 ans. Tu comprends? Justement, c'est là que justement le couple se construit.
C'est qu'à ce moment-là, elle va donner ses arguments, lui va donner ses arguments, et ils vont se construire de cette manière-là. Si tu sais que l'autre va entendre, C'est ça la construction du couple. Non, mais si tu sais après, que l'autre va éventuellement, entendre, il n'y a pas une typologie de couple. Si tu sais que l'autre va entendre, mais tu as des femmes qui peuvent être dominatrices, cavalières, artistiquement douées. Le mari doit aussi entendre qu'il doit se taire. Non, oui, mais il faut écouter. Mais oui, mais toi, tu dis, on va choisir ensemble. Non. Il faut aller au magasin pour écouter. Laisse-lui sa part. Non, justement, ça, ce sont les éléments, des occasions, sont des occasions de construire le couple. Alors maintenant, on loupe cette occasion, on en a d'autres d'occasions. Mais la base, c'est… C'est pas loupé. C'est pas loupé parce que ça peut faire partie c'est la même idée. De couple. Mais non, mais c'est la même idée que de se dire, on a un enfant, bon, écoute, moi, l'éducation de l'enfant, ça ne m'intéresse pas, vas-y, ma femme, éduque-le. Ben, écoute, vous avez une création… On ne compare pas un enfant à des rideaux. Ouais, oh. Je voudrais juste… Allô, je voudrais juste amener une idée supplémentaire à cela. C'est-à-dire, un jour, si la femme se réveille, elle va te dire, cette chambre, je la veux jaune, l'autre rose et l'autre grise. Tu vas lui dire, mais c'est quoi ce Picasso qu'on va avoir à la maison? Elle ne va pas être contente et le conflit va commencer. C'est-à-dire, déjà, tu veux donner ton opinion et ça ne marche pas. Alors, minute, je continue. Alors, le problème, il se trouve qu'elle a envie. Alors, si tu veux le Shalom Bayit, tu vas accepter. Parce qu'elle a des goûts qui vont bien, parce que ses copines l'ont fait et elle trouve très chouette, et peu importe. D'accord? Et il se trouve que ce même appartement, 3 ans plus tard, il fallait le refaire parce que les couleurs n'étaient plus à la mode. Pas grave. Alors, toi, tu dis c'est pas grave, mais comme chaque chambre à la refaire, c'est au moins 1 000 €. Et si tu les refais chaque 3 ans, tu vas voir ce que ça coûte. Bien entendu, s'il y a de l'argent, il n'y a pas de souci. Eh bien voilà. Mais s'il n'y a pas, tu vas commencer à mettre ton grain de sel. Et pour cela, il a fallu passer par l'étape où il fallait la laisser d'abord qu'elle arrive à conquérir son terrain, qu'elle a accepté exprimer. Non seulement exprimer, mais réaliser avec ce que ça coûte. Et 3 ans plus tard, il fallait refaire. Et ça aussi, il fallait l'assumer. Et ça fait partie de la gestion dans une entreprise comme celle d'un couple où il faut laisser chacun son idée, à la limite même le réaliser. Et il n'y a que ceux qui ne font rien qui ne font bien. Hein. Voilà. Dans tout ce que vous avez dit, il n'y a pas de souci, puisqu'on a écouté l'autre, on a entendu ses arguments et on a accédé à ses arguments. Ça a coûté une fortune. Même si ça coûte une fortune. Après, si on arrive à raisonner la personne en face de dire que cette chose-là… Raisonner un Coleman qui a 1800 et qui doit mettre 1 000 € par chambre, et s'il ne le fait pas pour Pessah, il n'y a pas de Pessah. Attendez, monsieur Lévy, excusez-moi. Depuis tout à l'heure, je n'arrête pas de vous le dire. Il n'y a pas qu'un type de couple. Vous avez des typologies de couple. C'est pour ça que le discours de dire « Ah, c'est un moyen de discuter », mais non. Ça peut être un des moyens. Attendez. C'est un des moyens. Là où il n'y a pas de problème d'argent. Qu'est-ce que ça lui coûte pour le Shalom Bayit? Le mari, sa femme, elle dit « Je veux changer. Ouh, j'ai la rasera avec ses couleurs. Je veux changer la chambre. » On bien te fasse, chérie, il n'y a pas de problème. On n'est pas en train de parler d'une spécificité de rentrée de moyens d'argent. On est en train de parler de façon générique lorsque quelqu'un dans le couple s'exprime. 1, on l'écoute. 2, si on peut assumer son besoin, alors on ne le contre pas, que ce soit le mari ou la femme. Hein. Le mari a envie de construire une étagère dans un cagibi, pas de problème. Moi, je ne sais pas tenir un marteau, dire à la femme.
À partir du moment où on ne dérange pas les voisins, je ne veux pas d'histoire. Si ça ne salit pas trop la maison, et monte tes étagères. Nigmar. Madame veut changer les couleurs parce qu'elle a l'angoisse. J'étouffe, je peux plus. Très bien. Alors j'entends que ça te met mal à l'aise, il n'y a pas de souci. Mais on va budgétiser s'il n'y a pas d'argent. Il ne dira pas ça va coûter. On va budgétiser, il n'y a aucun souci. Viens, on va voir ensemble. Non, c'est pour Pessah, il faut le faire, sinon c'est la guéguerre. Point. Non, mais, mais attendez, on n'a pas affaire à des gens, enfin, si on a affaire à des gens obtus. Ce que femme veut, même Dieu le veut, hein, rassure-toi. Oui. Ah non, mais il n'y a pas de doute là. C'est pour ça que je vous dis que quand vous dites, vous parlez Kollelman argent, mais je ne connais pas ça, moi. Je ne connais pas. Moi, à partir du moment où, pour le Shalom Bayit, il faut changer la peinture, même avant Pessah, et à Haute le Passouk, le refaire à Pessah, pas de problème, on le refait à Pessah. On emprunte. Les Gmarim, ce n'est pas fait pour les chiens. Pour le Shalom Bayit, il n'y aura jamais assez d'argent. Il n'y a jamais assez d'argent. Pour le Shalom Bayit, il n'y a jamais assez d'argent. Kollelman, éboueur ou médecin, il n'y aura jamais assez. C'est comme ça, c'est le principe. La dépense de l'argent de l'homme, c'est son problème. On a eu la chance, Franck et moi, d'avoir un rave qui nous a dit que l'épouse n'a pas forcément besoin de savoir combien il y a sur le compte pour ne pas qu'elle ait l'angoisse. Ça veut tout dire. Ce n'est pas son problème à elle. Elle a besoin de s'exprimer. Ne lui mettez pas. Et on n'a que ça sur le compte, ma chérie. On n'a pas autre chose. Shkut, on se tait. On écoute. Elle a besoin de s'exprimer. Et la réponse est, on va y réfléchir, on va voir ensemble, on va budgétiser, on va voir le temps. Cherchez pas une excuse. Ça se fera de toutes les façons. Avec ou sans vous, sinon ça finira dans les cris et les larmes. Mais vous avez une réponse intelligente. Et lorsque quelqu'un sort une ineptie, pour moi c'est une ineptie, hein, mais je respecte. Ah, Pessar, faut faire la peinture. S'il n'y a pas une odeur de peinture, c'est pas Pessar. Ça, c'était bien peut-être au Maroc, en Tunisie, en Algérie, chez tes parents. Nous, on est différents. On a le droit de penser autrement que nos parents. C'est pas grave. Même si vous êtes obligé de peindre, vous avez soumis une réflexion. Alors, c'est ça où on retombe sur les pas de Franck par rapport à la construction. Mais ne jamais dire oui ou non, problème d'argent, ça coûte. Qui c'est qui calcule? Qui c'est qui calcule? Il vaut mieux ce genre de dépenses que l'hôpital. Voilà la réponse que vous diront de bons rabbinim, premièrement. Pour Shalom Bayit, ce n'est pas ton problème, l'argent viendra, c'est ce qu'on répond. Sinon, les jeunes ne se marieraient jamais. Ou les gens, pas seulement les jeunes, mais les gens se marieraient jamais. Comment je me suis marié, on a eu des dépenses alors que je gagnais moins qu'aujourd'hui, je ne sais même pas comment on a fait. Cette phrase, on l'entend de partout. L'argent n'est pas un problème, qu'on en ait ou pas. On a laissé l'autre s'exprimer, on l'a accompagné dans sa réflexion, et si la personne est suffisamment accompagnée, comme pour un enfant, au Hachem, la chorma va se faire d'elle-même en se disant, bon, ça coûte, on fera qu'une seule chambre cette année, on verra les autres années. Mais il faut laisser l'autre. Important qu'on soit entendu. Justement, il ne peut pas y avoir de guerre, il ne peut pas y avoir de conflit, il ne peut pas y avoir d'explosion quand l'autre, quand la femme en l'occurrence, puisque c'est l'exemple, je t'ai entendu, j'ai pris en considération tout ce que tu as dit, je suis d'accord avec ce que tu as dit, et il va falloir qu'on lotise, qu'on puisse apporter, qu'on puisse le faire petit à petit. On n'a pas non, ce n'est pas à toi de dire petit à petit. Il faut aider l'autre à développer une chorma pour se rendre compte que ces desiderata doivent être palliés, enfin, doivent avoir des marches, en fait, des madrigotes pour dire, OK, en fin de compte, bon, chérie, je me suis embarqué, un peu emballé. Quand je vois les coûts de la peinture, les papiers, les machins, on va peut-être faire une seule pièce. Et quand on est un homme intelligent, on va dire… C'est pour ça qu'il faut faire ça à deux. Oui, mais attention, mais ne pas dire, ça n'est pas à l'autre, c'est pas au mari ou à la femme, ça dépend du projet, d'où il vient d'ailleurs, de dire, ah non, personne ne doit mettre d'obstacle. Il faut donner à l'autre de façon plénipotentiaire la possibilité d'exprimer aussi son intelligence suite à une réflexion. Et l'intelligence du couple, c'est quoi? C'est de semer une graine de réflexion qui va germer à l'instant T. Qu'est-ce qui fait qu'on porte les enfants quand on les enseigne?
C'est parce qu'on ne dit pas, ah, t'as vu, hein, je t'ai montré comment fallait faire. Non, ben voilà, tu l'as fait toi-même, formidable. On l'encourage, on lui donne du chizouk, on lui a permis de s'exprimer. Jamais dire, ah, t'as vu, hein, c'est moi qui t'ai dit, hein, sinon t'aurais pas su. Mais vous dites ça à une femme, elle vous retourne la tête. Il faut juste dire, tu as raison, c'est vrai, c'est une bonne réflexion. Je n'avais pas pensé. Valoriser l'autre dans sa réflexion, lui laisser le temps de l'expression. Et une fois que le temps, l'expression a été donné et qu'on a valorisé son expression, alors à ce moment-là, on va planter une graine intelligente. On pourrait dire, oh, c'est l'hypocrisie, tu as essayé de la manipuler. Pas du tout. On lui donne les moyens de se rendre compte par elle-même et sans la frustrer. Enfin, tu es malade. 1 000 € par chambre, mais ça va pas. Fais ça dans 3 mois. Où tu vis? Sauf quand il y a des moyens. Sauf quand il y a des moyens, parce qu'à Pessah, on n'est pas à la maison. Donc, peinture ou pas, on s'en fout. Et c'est pour ça que je dis, il n'y a pas qu'une typologie de couple. C'est pour ça qu'il ne faut jamais s'arrêter. L'argent ne peut pas être un problème. Parce que l'argent peut être supplanté par l'intelligence. L'intelligence de la réflexion, de la maturation. Un enfant dit, je veux manger ce chocolat maintenant. Et puis on mange dans 1 heure et ça va te couper l'appétit. Pas de problème. Alors rien ne vous empêche d'expliquer le système digestif à l'enfant s'il est en âge de, hein, d'accord? En âge de, s'il est trop jeune, vous donnez la moitié du carré de chocolat. Pourquoi? Parce qu'un enfant s'éduque comme n'importe quel adulte en faisant ce qu'on appelle le système des petits pas. Vous faites un pas vers lui, il fera 2 pas vers vous parce que vous êtes adulte. Et quand c'est dans une notion de couple, vous faites un pas. L'autre n'est pas bête, elle le verra. Après, vous tombez sur quelqu'un de psychorigide et vous l'envoyez chez moi et on s'en arrange. Mais le problème n'est pas là. Ce que je veux dire, c'est que oui, à partir du moment où quelqu'un n'est pas psychorigide, pas besoin de psy, vous avez quelqu'un qui potentiellement est même quelqu'un de psychorigide. Si vous savez comment la personne est constituée psychiquement, vous pouvez même l'aider à grandir et à dépasser ses peurs. Parce que la psychorigidité, c'est uniquement la peur de ne pas connaître, de ne pas savoir faire face, d'être dans un stress, un race pas possible. Dans tous les cas de figure, l'argent n'est jamais et ne doit jamais être un frein. Jamais. Et même des cas de Kollelman à qui on va dire, à qui je peux dire, pour des gens que je suis à Strasbourg, vous devez déménager. Mais jamais je lui dis, ça va être trop cher, monsieur, vous êtes dans la ZUC, vous allez vivre avec vos 8 enfants dans 2 pièces à vie. Mais vous lui tirez une balle. Vous lui dites, tout se budgétise. Vous connaissez des rabbinim, il y a des gmarim, comment ça se passe? Votre épouse travaille? Oui, non. Et on trouve des solutions. Il ne s'agit pas de donner à l'autre, à la place de l'autre, le moyen de réfléchir, mais quelqu'un qui est dans Kulo Kodesh toute sa journée, toutes les contingences matérielles lui passent à des kilomètres. Tout ce qu'il sait, c'est quand il rentre à la maison, il est bêtesard parce qu'il voit sa femme lui tirer la tronche en disant on est 8 ici et on n'a que 2 pièces. Comment on fait? J'exagère, je grossis le trait, hein, d'accord? Mais c'est exactement ça. Et la problématique, c'est que ce n'est pas un problème de shalom bayit, c'est un problème d'éducation qui n'a pas été transmis chez l'enfant. Lorsqu'il devient adulte, il ne sait pas réfléchir par lui-même à comment je peux maturer une situation. Pas en se disant, on aurait dû se calmer, on a 8 enfants, on est fous. Non, c'est, on va trouver une solution. Et là, c'est parti pour un tour. On fait les agences immobilières. On appelle Paul, Pierre, Abraham, Isaac, Yaakov. On met des annonces dans les choules. On va chercher à droite et à gauche. On va emprunter, on va rembourser parce que ça va coûter un déménagement, etc. C'est pas grave. Ça s'appelle vivre. Vivre. Qui vous dit que la Neshama, avant, elle avait peut-être raté son déménagement, on lui redonne une 2e chance pour le réussir cette fois-ci? C'est ça, cette notion de vivre. C'est de se dire que l'obstacle qu'on rencontre ici, c'en est peut-être un qu'on n'a pas su éliminer avant, ou c'est peut-être l'obstacle nécessaire pour nous construire, pour développer une intelligence, pour trouver ce shalom bayit. Donc, on peut tout dire, mais il y a des façons de dire. Entre, si on déménage, on va en avoir pour 25 ans de remboursement de Gmarim, ou de dire, on va essayer de trouver des solutions, on va emprunter, on va trouver une solution. Dès que vous diminuez l'obstacle, alors il devient suffisamment acceptable pour l'autre. Mais si la femme dit
mais on ne peut pas. On n'a pas les moyens. Mes parents sont plus de ce monde. Tes parents n'ont pas les moyens pour nous aider. Je n'ose pas demander à mon frère. On est disputé avec lui. Tout de suite, on redescend. T'inquiète pas. Alors, la phrase peut être aussi Dieu est grand et voilà, mais on peut aussi dire, avec l'aide de Dieu, on va travailler et trouver une solution. Et c'est parti pour un tour. Mais ce qu'il faut pour calmer madame, si elle est dans un stress, parce qu'elle doit aussi gérer les 8 enfants, c'est de temps en temps utiliser le problème comme un moyen, le coup du chien méchant, comme un moyen de rassurer. Comment ? J'ai passé une journée avec les enfants, terrible, j'en peux plus. La grande ceci, le petit cela, le moyen comme ci, comme ça. Très bien. Écoute, j'ai une bonne nouvelle. J'ai rencontré un agent immobilier. Ah, voilà une info. Vous voyez ? Et ça se joue. C'est pour ça qu'il n'y a pas une typologie de couple. Et que l'argent, qu'on n'en ait pas, d'abord, c'est pas pour demain, mais ce n'est pas l'argent qui pose un problème. C'est comment on pose le problème qui en est un, tout simplement. Dans les rideaux, comme disait Franck, on va en choisir. Lui, il va dire « Ah, il faut des solides. Pourquoi ? On n'a pas envie de dépenser plus tard. Ouais, mais esthétiquement, ils sont moches. Et moi, à chaque fois que je regardais les rideaux, je vais dire on a joué des économies de bout de chandelle juste pour avoir des rideaux solides. On sait très bien que les rideaux se fanent avec le soleil, avec le temps. Les couleurs changent. Automatiquement, il faut accepter quand on paye et qu'on achète, on perd de l'argent. On ne s'est jamais enrichi en achetant quelque chose. Donc, quand on achète des rideaux, quand on achète des vêtements, Baruch Hashem, les enfants grandissent. Soi-même, où on s'arrondit, où on perd du poids. Et comme ça, la vie, le travail, l'argent, ça ne sert pas à faire des économies pour acheter potentiellement un appartement, sauf si on a les moyens. L'argent, l'économie, quand on a des petits moyens, c'est de vivre sans jouer le côté je kiffe ma vie, mais c'est de vivre décemment pour avoir le shalom. C'est ça, Monsieur Lévy, si je peux me permettre pour tout le monde d'ailleurs, et pas seulement le Monsieur Lévy, c'est à ça que sert l'argent. L'argent est un moyen, il n'est pas un but. Et ce moyen permet, ça fait partie des choses qui permettent, avec l'intelligence, la réflexion et la maturité de l'être humain, de pouvoir traverser les obstacles que la vie nous met au Hachem en chemin, puisque Hachem va nous tester comme un potier va tester ses poteries pour savoir qui risque de se fêler, qui tiendra la route. On a tous le droit d'être abattus face à un obstacle. On a absolument, et d'ailleurs c'est une nécessité. Mais par contre, entre abattu sur une période courte et garder à ressasser, c'est même de la sinatrinam. Parce qu'une femme qui va voir ses rideaux, qui vont lui sortir des yeux, c'est ça le mari que j'ai mérité. Je peux même pas lui dire qu'il est trop bête pour comprendre que moi, j'avais besoin d'avoir des rideaux orange parce que ça me donne la pêche le matin pour aller m'occuper des enfants. Mais orange, c'est voyant, c'est violent, il va dire le monsieur. Et ils vont nous coûter cher parce que c'est à la mode. Véaz, tu rentres chez toi, ta femme, elle sourit. Tu pars de chez toi, ta femme, elle t'embrasse, elle te sourit. Tes rideaux, tu les as jamais payés assez cher. Tu les paieras jamais assez cher. Parce que pour avoir ce shalom baït, tu les as eu en cadeau, ces rideaux. C'est pas grave. Voilà, je referme mon micro, pardon, j'ai terminé mon aparté à vous. Vous m'entendez ? Oui. Ouais. Alors moi, je voulais dire que dans les grandes lignes, je partage tout à fait ce qu'il dit Willy. Je crois que tu as commencé par vouloir dire, Willy, que ça dépend des couples. Et c'est vrai qu'il y a autant de schémas de couple que de couples. Il y a des couples pour qui on discute de tout, comme il dit Franck. Et il y a des couples où le mari dit à la femme, décide, ce que tu feras, ce sera bien. Et ça dépend de la dynamique. Maintenant, Franck, toi, tu dis que c'est l'occasion de construire le couple. Moi, je crois qu'il y a suffisamment de domaines et de sujets où il y a de différents, de par là, fondamentalement, l'homme est différent de la femme, et chacun il a son vécu, son histoire, etc. Il y a suffisamment de choses pour lesquelles on peut construire
et donc s'assembler parce qu'on est différents et qu'on se rapproche l'un de l'autre en se construisant, et que, ma foi, c'est pas obligatoire de tout partager forcément. S'il y a un qui estime qui laisse la place à l'autre et que l'autre va gérer la question et que ce sera bien, je pense que c'est bien, que c'est pas grave. Tout ce que j'ai dit, c'était que c'était des occasions. Hein. J'ai pas Oui, dit que c'était obligatoire. Ce sont des occasions de… De toute façon, les occasions, Franck, tu le sais bien, les occasions, elles se présentent même trop. De toute façon, déjà, l'éducation, même si pour le mari, c'est pas très important, les rideaux qu'il laisse choisir sa femme, l'éducation, c'est jamais, normalement, deux personnes qui sont responsables et qui ont des choses dans la tête. Chacun il a son avis et il y a toutes sortes de situations différentes, et l'homme, c'est pas la femme, et donc on a une attitude différente aussi, forcément. Et donc déjà, rien que l'éducation des enfants. Et il y a plein d'autres domaines, il y a plein de choses. Bon. On est d'accord? On est d'accord. Mais justement, en fait, la conclusion de ce que de ma petite introduction, je ne sais pas, de mon petit speech, c'était que dans les cas dans lesquels il n'y a pas de tension, là, on peut omettre, on peut laisser l'autre faire, etc. Il n'y a pas de souci. Par contre, c'est là qu'il y a souvent des soucis, quand ça pourrait générer des tensions, quand ça pourrait créer des conflits, quand ça pourrait créer chez moi une rancœur, une dissension, un mal-être, etc. Là, à ce moment-là, il faut monter au créneau et échanger et parler et dire tout ce qu'on a sur tout notre avis complet, quoi, sans rien omettre. Et ça, c'est justement, je dirais, c'est l'écueil. Et c'est l'écueil pour éviter de penser, enfin, pour éviter de rentrer dans quelque chose qui pourrait être conflictuel, qui pourrait s'apparenter à un conflit, parce que j'ai pas la même opinion que l'autre. Alors, de base, je pense que je m'oppose à l'autre. Alors, je vais essayer d'éviter. Alors, je vais rabattre mon caquet, je vais faire autre chose. Ça, c'est justement, c'est ce sujet-là que je voulais développer. Oui, non, j'entends très bien. Et j'entends également très bien ce qu'il dit Willy. Tout à fait. Ouais. Dans la mesure où, indépendamment de cela, il y a des couples pour qui c'est important, pour qui ils laissent gérer. Indépendamment de cela, ce qu'il dit Willy, dans la mesure où le B.A.B.A, il est d'abord l'écoute et l'expression de l'autre. Et ensuite, on élabore. Et tout ça avec chokhma, avec intelligence, même si au final, ça peut arriver des situations où on peut pas cette année refaire la maison, c'est pas possible du tout. Mais au moins, selon la manière qu'on a présentée à madame et comment on a élaboré avec elle, elle va l'accepter avec compréhension et ça va pas faire un écueil, ou bien elle va rester avec une aigreur, une rancœur. Et ça fait toute la différence. Justement, alors là, justement, on est dans le cas, c'est-à-dire que est-ce qu'elle a pu s'exprimer et qu'on n'est pas arrivé à un commun accord ou un commun fonctionnement, on va dire comme ça. C'est que on n'est pas dans un cas gagnant-gagnant. Et là, à ce moment-là, ça veut dire que c'est peut-être ce que je vais développer un peu la semaine prochaine, c'est les attitudes que je pourrais avoir envers l'autre. Les deux premiers niveaux, c'est je m'impose, donc voyons qui est le plus fort, ou en deux, c'est tes désirs sont désordre, je cède sur tout. Et les deux situations sont mauvaises, c'est-à-dire soit je m'impose et c'est pas bon, et soit je cède sur tout et c'est pas bon non plus. Et donc là, en fait, il y a 10 cas comme ça, il y a 10 ouvertures comme ça pour essayer de comprendre comment fonctionne l'autre, quelle est ma relation à l'autre. Là, en l'occurrence, c'était pour les enfants, mais ça marche sur le couple, ça marche sur tout. Et c'est comment j'ai géré, en fin de compte, cette discussion. Mais si je ne lui ai pas laissé la possibilité de parler, c'est un problème.
Mais à partir du moment où je lui laissais la possibilité de parler et que j'ai quand même imposé mon point de vue, là, il y a aussi un souci. Ça, c'est je dirais, c'est le manipulateur, c'est le type qui va imposer ses points de vue. Donc, je t'écoute, mais en fait, je t'écoute pas. Ouais, tout à fait. T'as beau parler, mais finalement, je te considère pas. Donc, tous tes arguments, en fin de compte, ils passent à la poubelle. C'est vraiment on n'est pas dans là, c'est un niveau au-dessus, mais on n'est pas dans ce cas-là. Enfin, c'est pas de ce dont on parlait là pour l'instant. On parlait juste de s'exprimer. On parlait pas de la réalisation, finalement. Est-ce qu'on va réussir à trouver un accord médian pour que tout le monde soit heureux, quoi. Mais tant qu'on ne s'est pas exprimé, de toute façon, on n'y arrivera pas. C'est-à-dire que si le mari considère, par exemple, hein, la femme dit bah, il faut repeindre là, toute la maison. Et le mari, il a regardé les portefeuilles, il a regardé les cordons de la bourse, il a regardé le dérangement que ça va amener dans toute la maison, mais il a cédé et il a dit bon, ok. Et il n'a pas développé ses arguments. Et ben, il va en avoir, il va créer une rancœur. Ouais. C'est sûr que la rancœur de la femme est très importante à prendre en compte. Mais la rancœur du mari aussi, elle est à prendre en compte aussi. Tout à fait. Et il n'y a pas qu'une seule personne qui doit céder. Enfin, c'est même pas un problème de céder, hein. C'est un problème de trouver un système médian pour que tout le monde puisse en avoir du contentement. S'il y a quelqu'un qui cède, bah, il va souffrir. Il va souffrir, il va avoir de la rancœur, il va avoir du ressentiment. Et c'est exactement ce qu'on ne veut pas. Tout à l'heure, le problème, céder, enfin, je veux dire, comme disait M. Lévy, ah là là, pour faire les peintures, etc. Tout est basé sur l'intelligence et sur l'échange et la discussion et la communication. Il ne s'agit pas que monsieur pense dans sa tête, le compte en banque, il est en dessous de zéro, comment on va faire? Et si on fait pas ses cas de volonté, elle va nous taper une crise, je vais en avoir jusqu'à la Saint-Glinglin. Même pas en rêve, faut qu'il pense ça. Même pas en rêve. Tout ce qu'il pense intérieurement, évidemment, il ne peut pas tout dire. Il n'a pas la folie en disant, mais chérie, on vient de dépenser pour réparer la voiture, on est dans une zut financière où il va nous falloir 3 ou 6 mois pour nous remonter la tête hors de l'eau, mais même pas en rêve, il doit dire ça. Écoute, chérie, tout se budgétise, ta réflexion est bonne, mais pas dire, je vais accepter ou je vais pas accepter parce qu'on n'a pas d'argent ou parce qu'elle va nous faire un scandale. Non. Voilà pourquoi il faut, c'est pas du mensonge par omission, c'est on ne peut pas tout dire de façon cash et directe. On va utiliser son intelligence à ses dépens, pas à l'autre, hein, à ses dépens à soi, c'est-à-dire, sinon ça s'appelle la manipulation, mais on va essayer d'utiliser la chorma qu'Hachem nous donne, puisqu'il nous donne la compréhension d'une situation qui peut tourner de façon dramatique. Si on accède à la demande de madame ou de monsieur, alors que, parce qu'il y a des fois c'est madame qui rapporte le plus et qui gère les cordons de la bourse, celui qui gère les cordons de la bourse ou qui est un peu plus... L'homme, en général, il a peur toujours de manquer. C'est le principe, on le lit partout en long, en large, en travers dans les Gmarot. C'est l'homme qui a peur. Quand il n'a pas sa parnassa, il a perdu sa couronne. On connaît l'histoire. Donc, à partir du moment où... Bon, après, c'est une question d'éducation, hein, mais à partir du moment où l'homme craint pour ses économies ou l'argent ou la perte de stabilité dans le couple parce qu'on va manquer, parce que l'homme, il a toujours peur et il craint, contrairement à une femme qui ne voit qu'une chose, j'embellis ma vie, je serai plus disponible pour mon mari, pour mes enfants, etc., plus sereine, moins tendue. Ça n'a pas de prix, ça. C'est mieux que n'importe quel médicament et antidépresseur. Donc, le mari, avant de penser à « Oh, la cata, on est dans le rouge à la banque », et de lui balancer en pleine poire, ça va être « Ta réflexion est intelligente, c'est vrai, il faudra qu'on trouve le temps un dimanche d'aller sans faire de pub, à Leroy Merlin ou chez Monsieur Plage pour imaginer et éventuellement budgétiser tout ça. » Elle a entendu quoi, madame ou monsieur? Elle a entendu qu'elle était entendue. Qu'on l'a écouté. Elle a ça, et ça l'a calmée. Je suis considéré, comme disait Raph Ramoud, décidément, je n'aurais pas le citer, le pauvre. Eh bien... Pourquoi le pauvre, la mère? Non, parce que... Au contraire. Il est, au contraire.
pour moi, le faux, parce qu'il n'est plus là, que ça me ravage la tête. Ouais, d'accord, mais si je t'entends dans votre baquet, c'est du Louis Nijmat. Alors, et en fait, parce que je suis tombé hier sur une photo qui m'a fracassé la tête, Franck, il est au courant. Tu as reconnu les gens sur la photo, Franck, ou pas? Pas du tout. Ah, t'as pas vu Affreusement, pas du tout. quand il était jeune? Ah bah oui, non, mais justement, je suis triste de ne pas avoir tout reconnu les gens. C'est-à-dire, il va falloir que tu me fasses. Jeune. L'amour de Calive, je pense que tu Oui, connais quand même, oui, quand même. Ah, voilà. Mais Ralph Gershon, enfin, tous ces gens-là. Alors, du coup, et un jour, je lui disais, mais alors, quelle est la démarche féminine, pour certaines, de s'habiller comme, ou de se maquiller comme des voitures volées? Et la réponse du Rav était, elles sont transparentes. Alors, elles ont trouvé ce moyen pour être visibles. Et le comble, c'est que la société dans laquelle on vit les pousse à avoir le moins de tissu pour être le plus visible. Elles ne se rendent pas compte, pour celles qui suivent la mode, contrairement à la tsniout qui est proposée dans le clivage juif orthopraxe ou même traditionnaliste, qui est d'avoir un minimum de tenue, les pousse à être, c'est pas des épouses d'ailleurs, mais les pousse à être, c'est-à-dire une espèce de Kleenex. J'enlève mes vêtements et je suis maquillée. C'est-à-dire que ce sont des clowns. On pousse les femmes, et parfois maintenant les hommes, ce qu'on appelle des hommes, dans certains cas, eh bien, on pousse les êtres humains à devenir des clowns qui vivent dans un camp de naturistes, de nudistes, pardon, pas naturistes, mais de nudistes. Pourquoi? Parce que la face du visage est peinturlurée avec des piercings, avec des tatouages, avec des maquillages de plus en plus visibles et voyants pour attirer, mais pas pour attirer l'esprit de séduction, mais pour dire j'existe. Et la publicité qui joue son rôle de marketing en disant comment vous pouvez vivre, mais vous ne pouvez exister qu'avec nos crèmes. Ne vieillissez pas grâce à nous, soyez visibles. Et voilà pourquoi les voitures ont des couleurs métalliques absolument déchirantes, que maintenant on trouve du fluo à tous les étages. Même lorsque les gens font du parachutisme, ils ont les lacets qui sont verts, les baskets qui sont oranges. Vous croyez qu'on attend de voir descendre quelqu'un qui vous tombe dessus? Même pas en rêve. C'est ça pour dire que la femme veut être une identité remarquable, mais elle ne sait pas que pour nous, les hommes, elle est remarquable. Mais le monde la pousse à être une identité remarquée. C'est ce que disait Raframou. Et c'est d'une grande tristesse. Parce que en étant une identité remarquée, on occulte toute la force de la Eshet Raïl d'être une identité remarquable. Voilà, c'est pas grand-chose, mais c'est une phrase qui m'avait sorti. C'est extraordinaire. Oui. En 2 mots, oui. Une Agdara comme ça, c'est extraordinaire. On n'allait pas rater ça. Heureusement que c'est enregistré. Remarquable et remarqué. Voilà. Bon, c'est le chidouche du soir de Raframou. Ça dit que tu remarquable et remarqué. Voilà. Donc, et donc, automatiquement, quand on a cette notion-là, on comprend que, comme disait M. Lévy, il a raison. Un Kollelman, un enseignant, mais il ne gagne pas des mille et des cents. C'est quoi, 1500 euros par mois, 1800 dans les meilleurs cas? Mais je parle pour un enseignant, pas un agrégé. C'est pas que c'est une cata, mais comment il va faire face à des dépenses? Parce que même la construction du couple, moi, je ne suis pas là pour juger. Il y en a qui s'arrêtent à Peria-Verevia et d'autres qui continuent pour espérer encore Peria-Verevia. On a raison, pour le Ham Israël, on ne sera jamais suffisant, bien que les comptes d'Hachem soient ses comptes à lui et pas les nôtres. Non, il n'empêche qu'il y a des gens qui se limitent et d'autres qui ne se limitent pas. Quand on ne se limite pas, c'est qu'on a aussi une philosophie de vie. Il y a autre chose, c'est que quand madame n'est pas souvent ou suffisamment écoutée et entendue, elle risque de faire, comme on dit, shmata. J'essaie de mettre des mots arabes, ça fait moins, j'efface mon côté hachko comme ça. Elle risque de s'imposer, elle risque de s'imposer un peu plus, d'accord, pour dire, je suis là, je vais décider, tu me laisses faire. Là, comment on dit en français, la serrate, la nappe.
la nappe de la table, je gère. Moi, je veux qu'elle soit rose et pas rouge pour le bassari. Et je veux qu'elle soit bleue et pas blanche pour le khalavi. Béa, ça te gêne? Il faut dire, Baou Khaba, est-ce que je peux t'aider à la trouver? Alors là, vous partez l'ambiance, dans le bon sens du terme. Bah oui. Non seulement elles se sont écoutées, elles se sont entendues, mais en plus, elle va être aidée. Alors, elle va dire, non, c'est bon, je gère, il n'y a pas de possible, parce que je vais être maniaque, je veux une épaisseur, je veux un truc, je veux un machin. Pas de problème, chérie. On va ensemble, si tu veux, je te l'offre, ou je l'achète pour la maison, il n'y a pas de problème. Ceci dit, il vaut mieux dire je l'achète que de dire je te l'offre. Parce que pour une femme, tout ce qui tourne autour de la cuisine et de la maison, c'est qu'à le dire, c'est pas un cadeau. Éviter. Hein, il y avait une époque dans les années 70-80 où on offrait les batteries de casserole à madame. Et elle devait être contente. C'est pas tout ce qu'elle voulait. Elle aurait voulu éventuellement partir en week-end à Deauville avec son mari et garder ses vieilles casseroles. Mais bon, voilà. Parce on entend ce qui nous gêne. On n'entend pas ce qui gêne l'autre. Et tous les Shabbats, madame qui dit toujours ces casseroles où le manche y bouge. Toujours ces verres qui sont fêlés. Mais elle ne se plaint pas des casseroles ou des verres. Elle se plaint parce que c'est elle qui le fait. Que si vous dites, viens, je vais t'aider pour Shabbat, elle verra plus la casserole et le verre. Et c'est ça, la chorma, c'est de voir plus loin que ce que la personne a dit. Je veux changer les rideaux. Vous lui dites, écoute, ma chérie, aucun problème. Est-ce que on fera ça à ton rythme, à toi, quand tu veux. En attendant, j'ai compris que tu as besoin de prendre l'air et de voir autre chose. On s'arrange, on fait garder les enfants, on part pour un Shabbos à Deauville ou à Knock. Bon, là, je la joue Rupin, mais on peut très bien aller dans l'Essonne à Center Park. Hein, c'est très bien aussi. Vous allez voir qu'elle va dire oui, les rideaux, ils ont disparu. Il n'y a plus de rideaux. Il faut voir derrière. Quand un enfant il dit je veux du chocolat, mais non, il ne veut pas de chocolat. Il a besoin d'une douceur. Alors on s'approche de lui, on l'embrasse. Qu'est-ce que tu veux, mon chéri? Et là, le chocolat, il disparaît. Mais ça, les parents, c'est très dur. Pourquoi? Parce que souvent, un enfant, on va l'obliger à réfléchir. Il a besoin de temps libre. Un enfant qui s'ennuie un petit peu, ça lui permet de développer son imagination, pas l'oisiveté. Il n'a pas de jouet, il n'est pas devant la télé, il n'est pas devant un écran. Mais mon fils va s'ennuyer, il faut qu'il se remplisse le cerveau. Non, non, il a une... Laissez-lui le temps de réfléchir, trouver dans l'imagination ce qu'il va faire. Bon, évidemment, s'il a trouvé un briquet pour tester si ça marche, mais je veux dire que l'enfant a besoin de ces temps de pause où l'adulte n'est pas là derrière lui. Il a besoin de réfléchir. Il a besoin de... Même s'il se met en colère, c'est pas grave. Il est dans sa chambre, il se met en colère, il n'a pas réussi à réaliser ce qu'il veut réaliser, mais son esprit a vagabondé pour trouver une imagination de créativité. Et quand un enfant crée, il développe des liens, ce qu'on appelle comment dit-on, les cellules gliales. Ce sont les neurones qui s'accrochent les uns aux autres. Il comprend que quand il manipule quelque chose, ça peut se casser, ça peut s'abîmer. Ah, mais il se dit, ben, telle couleur va bien avec telle couleur, etc. Quelle que soit l'organisation qu'il a dans sa tête, elle est propre. Il a fait une expérience. Comme l'a dit un jour justement Franck, je me rappelle d'un de ses enfants qui était venu chez ma maman et il avait trouvé une boîte avec des jeux et la réflexion était, mais il fait une bêtise? Non, non, il découvre. Ça, c'est extraordinaire. Extraordinaire. Comme tu avais dit ce jour-là, il découvre. Voilà, il ne fait pas de bêtises. Bon, même s'il en a fait, c'est pas grave, il a cassé des trucs. C'est pas de valeur, on s'en moque. Mais il a découvert. Non, mais bien sûr. Même s'il aurait cassé, c'est pas grave. Oh, c'est pas cassé. Non, non, je rigole. Mais voilà. Et pour tout, c'est pareil. Mais c'est très dur en fonction de la génération et de l'éducation. Vous avez les grands-parents qui sont doués de patience et qui vont accepter qu'un enfant pose mille et une questions. Et s'ils ne sont pas doués de patience, et au bout d'un moment, bon, ma chérie, reprends tes gosses parce que j'ai une tête comme une coucourge. Ça y est, je sature. Alors que l'enfant, lui, pose des questions parce qu'il attend qu'on lui en pose. Quand il va voir, je ne sais pas moi, chez les grands-parents, il va voir une maquette d'une fusée. C'est une maquette. Il dit, mais
c'est quoi? C'est une fusée. Mais il ne faut pas lui dire que c'est une fusée. Il n'a pas la notion. Ça va lui parler vaguement. Il n'a même pas vu décoller une fusée dans sa vie. Il faut lui dire, ça, c'est comme une voiture, mais pour aller visiter l'espace, pour aller très au-dessus des nuages, là où quand vous le racontez, la machine à imagination se met en marche. Et les bonnes questions, formidables. Mais alors, comment c'est là-haut? Ah, là-haut, on est obligé de mettre un masque pour respirer. Il n'y a pas d'oxygène. Ah, il n'y a pas d'oxygène? C'est-à-dire, quand tu es dans l'avion, tu peux respirer. Oui, papy. Très... Eh bien, quand tu es dans l'espace, ils te font un masque, sinon tu ne peux pas respirer. Mais tu es, quand même dans la fusée. C'est vrai, mais ça s'appelle la sécurité. Et voilà, et on racontait des histoires. Mais même nous, adultes, quand on va acheter quelque chose au marché, on est en vacances, on a le temps. Madame s'arrête devant un robot. Il est peut-être aussi nul que celui qui est à la maison, mais le gars est un bonimenteur et il lui raconte une histoire. Madame, vous êtes pressée, vous n'avez pas le temps. Et monsieur doit vite rentrer au travail juste après. Madame, avec cet appareil, vous allez lui couper les carottes. Mais voilà, elle a oublié que son a horreur des carottes. C'est pas grave, pas besoin. Parce qu'il aura dit la phrase clé. Mais madame, avoir un mari qui a un estomac repu et qui vous laisse tranquille à la maison et que tout se passe bien, c'est ce robot. Et ça s'appelle une histoire. Et ça, c'est formidable. Quand les rabbinim parlent dans les choules pour raconter la dracha du Shabbos, la Sidra ou la Paracha, peu importe, ils vont donner un sens un peu obvi, ancien parfois, mais nécessaire à raconter une histoire. Et il y en a qui vont vous dire, bah, on est des médecins, on est des ingénieurs, il nous prend pour des gosses. Mais non, c'est parce qu'il a parlé à la masse. Il fallait bien qu'il touche tout le monde. Et l'intelligence, c'est de prendre la quintessence du discours. Et pas forcément la méthode, comme disait Descartes, mais l'essence du discours, chacun avec sa madriga. Parce que même une Mishnah, pour quelqu'un de très intelligent, comme on découle de la Mishnah, on va trouver la Gemara, mais il faut avoir une certaine intelligence pour le faire. Mais celui qui est qu'au niveau du Chumash, quand il découvre la Mishnah, pour lui, il a ouvert la boîte de Pandore. Pour lui, il a déjà mis un pied dans le chasse. Donc, il faut toujours accepter, pas la petitesse, le non-savoir. Quand on accepte le non-savoir de l'autre, alors on peut l'aider à avancer. Parce que et le problème dans le couple, c'est le même système. Toi, chérie, tu sais même pas comment ça marche un rideau, je vais pas t'envoyer m'en acheter un. Pas de problème. Mais c'est pas grave. Par contre, il peut lui répondre, tu as raison, chérie, je ne sais pas choisir un rideau, mais je me ferai un plaisir de t'amener en voiture et de t'aider à en choisir un qui sera une bonne adéquation entre ce qu'on peut dépenser et ce qui te fait plaisir. Mais elle le suit, là, c'est bon. Shalom Bayit. Et personne n'est en colère. Bon, à part quelqu'un de susceptible. Quoi, moi, qui ai fait mes études au lycée Carnot à Tunis, tu oses dire qu'un rideau? Non, je rigole, je suis méchant. Mais voilà. Il faut toujours prendre les choses avec le sourire. Il n'y a rien de grave. Bon, le petit, il est tombé. Il s'est blessé. On va appeler un médecin. Madame est dans tous ses états. Parce qu'on vient de lui enlever un œil. Le petit s'est blessé, ça saigne. Pas de problème. Il saute au plafond, il n'a pas l'habitude. Je gère. Cette phrase-là, je gère quand madame est en panique. Ça suffit. On a redescendu le niveau. Même si lui, il va devenir livide en voyant le sang de son gosse et qu'il risque de faire un malaise, on s'en moque. Il a dit la phrase, je gère. Et une femme, ce qu'elle veut, c'est un mensch. Pardon, c'est un homme à la maison qui va dire, je suis là. Je ne sais pas faire, mais je suis là. Mais d'ailleurs, il ne dira pas, je ne sais pas faire. Chérie, je suis là. Je suis là, il n'y a pas de problème. On va trouver une solution. Et en plus, il déporte le problème en disant, on va trouver une solution. Je suis là, on va trouver une solution. C'est malin. Pour ça que tout dire, c'est faisable. À tout le monde, c'est pas faisable. C'est ça, Franck. Pour faire une conclusion sur ton discours et la mise en question de est-ce qu'on peut tout dire dans un couple? Oui, mais pas à n'importe quel moment et pas avec n'importe qui. Ça veut dire que si on sait qu'on a une épouse ou un mari qui a une sensibilité particulière, parce que ça va lui faire un remède des non-dits familiaux, j'en sais rien.
qu'un homme, il fume. Il n'y a rien de pire que d'entendre quelqu'un dans son entourage est décédé du cancer, d'annoncer « Qu'est-ce que tu fumes ?» Je te rappelle que tes 2 parents sont morts du cancer. Mais non, taisez-vous. Même si ça peut potentiellement donner le cancer de fumer, ou de boire, ou l'obésité, peu importe. Il y a des façons de dire. Dis, chérie, que tu fumes, ça te regarde. Mais que tu mettes l'odeur de la cigarette dans tout l'appartement, ça m'embête, ça me gêne, et les enfants respirent ça. C'est tout. Elle lui a pas dit va dehors jouer avec ta clope. Elle lui a pas dit arrête de fumer. Tout ce que je te demande, c'est d'y réfléchir. Elle fait appel à son intelligence. Vous allez me dire, elle va le dire 10 fois. Le mec, il est buté. Ok, on a affaire à quelqu'un de buté. Alors, elle s'est mariée pour le meilleur et pour le buté. Sans jeu de mots. Pardon, dans le sens 1, pas 2. Voilà. Mais c'est très important de considérer que la notion de mensonge par omission est une chorma. La notion de mensonge pour le Shalom Bayit est quasiment une obligation. Mais par contre, la mesure du mensonge annoncé, qu'il soit omis ou avéré, ne doit pas prendre le pas sur un empêtrement qui va mettre en péril le couple. C'est tout. Le mensonge par omission, c'est de ne pas forcément dire que la grande-tante vient de décéder. On ne va pas l'annoncer avant de se coucher à madame. On va essayer de manger un midi avec elle pour lui dire ta mère a appelé hier ou ton oncle a appelé hier. Ah oui, qu'est-ce qu'il y a? Ben écoute, je crois que ta tante est vraiment pas bien. Ah bon, c'est vrai. Et on prépare comme ça. Ça, c'est le mensonge par omission et c'est une nécessité. Le mensonge pour le Shalom Bayit, c'est le fait de dire que vous avez été déçu du comportement dans la réaction d'une situation inattendue. Mais vous ne pouvez pas lui en vouloir à l'autre. Vous devez combattre votre sinatrinam pour dire à l'autre, à un moment donné, tu m'as énervé quand tu as sauté au plafond parce que le petit, il a fait tomber un verre, il t'a sursauté, tu m'as énervé. On s'énerve pour ça. Peut-être qu'elle est sensible et qu'elle ne supporte pas les bruits soudains, les bruits stridents. Alors le Kav Zechut. Et là, on lui dira une autre fois, attention chérie, le gosse, il joue avec un verre, ça va faire du bruit. Tu vas encore sursauter, c'est mauvais pour toi. Même si c'est pour vous. Et elle va entendre quelqu'un qui le rassure. Un mari ou une femme. Où est le mensonge là-dedans? Pardon? Où est le mensonge là-dedans? Ah, le mensonge. Moi, j'ai écouté, mais je ne suis pas d'accord sur le mensonge pour Non, le shalom. Il y a un mensonge pour le shalom qui existe, mais c'est plus de l'omission ou de l'exagération, plus que du vrai mensonge. Le fameux mensonge qui est dicté comme quoi les 2 protagonistes d'une dispute, Aaron Cohen qui venait dire l'autre, il se morfond, il pleure dans sa... C'est un mensonge, mais c'est un mensonge, en fin de compte, qui vient décrire une situation idéale. C'est-à-dire qu'en fin de compte, la personne devrait, si elle comprenait toute la gravité de la chose, devrait se morfondre. Mais ici, en l'occurrence, qu'est-ce que c'est que le mensonge pour le shalom? C'est un... C'est à Kadosh Baruch Hu, mais dans un couple, c'est pas évident. C'est Hachem qui ne va pas répéter mot pour mot ce qu'a dit Sarah par rapport à Avraham Avinu. Ça, c'est le nec plus ultra du mensonge pour le Shalom Bayit. On va dire que Hachem a mangé, Hachem a menti. Qui a même falsifié ce qu'elle a dit. Oui, il a falsifié. Oui. Un autre cas de mensonge. Vadonizaken, elle a dit Vadonizaken et Hachem a répété Vanizaken. On a un autre cas. Quand Avraham Avinu dit à Eliezer et à Ishmaël, on revient tout de suite. Ouais. Pourquoi il dit on revient tout de suite? Il va aller égorger son fils. Il va l'offrir à Kadosh Baruch Hu. Comment il peut se permettre de mentir? Mensonge pour le shalom et le bien-être. Pour ne pas effrayer. Et surtout, c'est pour lui qu'il a menti en vrai, Abraham. Il avait peur qu'Eliezer et qu'Ishmaël viennent lui dire non, ne fais pas ça. Il ne voulait pas
Donc c'est un mensonge c'est même pas, c'est un mensonge contre soi-même. Et d'ailleurs, quand on ment, c'est contre soi-même. Le coup du verre qui tombe, madame qui saute en l'air, monsieur qui ne supporte pas quand elle sursaute, plutôt que de s'énerver, il va se mentir à lui-même en disant tu ne supportes pas certains bruits, j'ai remarqué. Ah oui, lesquels? L'autre jour, j'ai vu qu'un verre était tombé, tu as sursauté. Ah oui, c'est vrai, j'aime pas les bruits stridents. Mais lui, il va dire c'est pas grave, parce qu'il a compris qu'elle lui a dit je ne supporte pas, ça me porte sur les nerfs. C'est pas grave. C'est comme quelqu'un qui boite ou qui a du mal à mâcher un chewing-gum parce qu'il a mal aux dents. Pas de problème. Il est obligé d'accepter. C'est parce que c'est dans le teva de sa femme. Il y a des fois où on est obligé de mentir pour dire que ça ne dérange pas. Il y a des gens qui mangent la soupe en faisant un bruit pas possible. Mais tu vas pas bouffer la tête à ton mari ou à ta femme parce qu'elle ne sait pas manger de la soupe. Tu lui dis pas. Ah si. Mais tu lui dis pas cache. Ça va pas. Ça peut arriver. Va pas. Tu lui balances. Je dis pas que je le fais, mais je te dis que ça peut arriver. Il y en a qui sont cash. Allô? Tu fais appel à ton intelligence. Comment je peux souligner à ma femme qu'elle mange bruyamment sa soupe? Eh bien, pas trop, c'est pas propre, c'est pas décent que de faire du bruit. Est-ce que nous, on fait du bruit? Non, il vaut mieux pas dire ça parce que les gosses sont capables de dire ouais, maman, elle fait du bruit. Et là, c'est le feu dans la baraque. mais en tout cas, quoi qu'il en soit, on doit trouver et utiliser son intelligence et trouver tous les moyens pour essayer. C'est le principe de Tochacha en l'occurrence. J'ai quelque chose qui m'énerve chez l'autre. Donc je dois tout prendre. Tu peux pas le faire tout de suite. Eh bien évidemment, c'est le principe de Tochacha. Tu vas pas humilier l'autre devant les enfants, par exemple. Donc tu dois prendre du temps. Tu dois essayer de développer ton argumentaire tranquillement, et tu dois prendre un moment où tout le monde est calme, et tu dois en aparté, et tu essayes de développer le sujet chez l'autre. Maintenant, il y a un autre problème. Pourquoi tu vas être obligé de mentir pour le Shalom Bayit? Parce qu'imagine cette personne-là, en apprenant de l'âge, elle fait du bruit parce qu'elle a un problème avec son dentier. Ça arrive, ça peut arriver à tout le monde, ça nous arrive aussi. Ben, tu vas pas lui faire une boucha, tu vas pas lui faire un scandale. Alors, soit elle trouve un autre dentiste, soit il a un problème, on va dire, parodontal au niveau des dents, résultat des courses, tu peux rien dire. Donc, tu es obligé de dire, ça ne te dérange pas? Non, mais c'est pas grave. Parce qu'il y a sinatrinam et sinatrinam. Entre quelqu'un qui est dérangé par le bruit d'une bouche parce qu'elle est obligée de manger sa soupe d'une certaine façon, après, il y a le respect de l'autre. Parce qu'en prenant de l'âge, on apprend à accepter les défauts de l'autre. Ça s'appelle la maturité, parce que même la sinatrinam, même la sinatrinam est un abus de langage dans le sens où c'est déconsidérer l'autre, d'accord? La sinatrinam, c'est on déconsidère l'autre et c'est la colère qui s'exprime, etc., etc. En prenant de l'âge et de la maturité, on entend moins bien, donc on sera plus gêné par les problèmes de soupe. Donc non, on mais dira. je suis d'accord avec ce principe-là, mais il n'est pas tout à fait vrai. Il y a des cas, justement, j'étudie, j'ai 11 DAPIM d'avance, mais justement aujourd'hui, j'ai étudié un DAF dans lequel il y a des défauts chez l'autre qui font que si je les découvre, je peux divorcer sans lui donner la ktouba, par exemple, ou même si je découvre ce défaut-là alors que je viens de me marier, les kiddushim ne marchent pas. Par exemple, une haleine fétide, la personne a une haleine extrêmement violente et que elle peut rien faire. Et la personne qui est en face ne peut pas supporter ça, ils sont obligés de divorcer, même s'ils l'aiment, même s'il y a tout ce que tu veux. Il y a des cas dans lesquels il y a une impossibilité. Pour reprendre des cas un peu plus récents, pas des cas de Gemara du tout, là, il y en a un des protagonistes qui ronfle.
à ce point que l'autre ne peut plus dormir, c'est des cas de divorce avérés. Donc, il y a des défauts chez l'autre. Je proposerais une intervention sur la luette, une perte de poids, mais pas de divorcer. Ça, je ne peux pas dans un cabinet. Il y a des gens qui ont divorcé pour ça. Bon, ben là, on a affaire à des gens, bon, c'est space, là, Franck, tu nous donnes des cas un peu extra, on va dire, qui sortent de l'ordinaire, franchement. Non, Que des gens pètent un cas parce que l'autre ronfle, je suis d'accord, c'est une problématique. Mais avant d'annoncer le divorce, on va proposer un geste chirurgical, on va proposer des solutions, faire chambre à part quand ils peuvent le faire, c'est intervenir, encore une fois, je le dis, sur la luette, c'est mettre des pansements pour écarter les narines afin qu'il y ait une meilleure respiration, c'est dormir avec, on va dire, un surclivage au niveau du dos, etc., etc. Mais on ne divorce pas pour ça. Ou alors on a affaire à des gens petits, c'est des gens petits. Non, pas forcément. Le problème était insoluble. Ou grande taille, comme tu veux. Attends. Mais en l'occurrence, bon, alors on va prendre les cas de moi, ça m'a fait penser à ce cas-là de l'Agmara, mais l'Agmara vient citer la laine fétide, la verrue sur le front qu'on ne voyait pas parce qu'elle avait des cheveux qui la cachaient. Une grosse verrue, un truc suffisamment de plus de 2 cm. C'est le cas de l'Agmara qui aujourd'hui ne tiennent plus la route parce que ça s'opère, la verrue, parce que la laine fétide, on sait que c'est une problématique d'ordre organique en termes de digestion. Il peut y avoir mille et une raisons. Ça se découvre. Je ne connais pas un seul cas de personne qui a une problématique, on va dire, d'haleine qui n'est pas réglée aujourd'hui. Même les problèmes de sudation, on sait qu'on peut opérer et intervenir sur les glandes, que ce soit au niveau des pieds, sous les bras, etc. Bon, là, on est tombé sur des cas. À l'époque, il n'y avait pas de solution, je comprends. Hein, mais, et quand je pense qu'à l'époque. On pourrait trouver des cas de nos jours qui sont. Alors là, on rentrerait dans des pathologies qui seraient. Pardon? Si. Ah oui, c'est ce que je te dis, dans des pathologies neurologiques, d'accord, ou physiologiques qui sont incurables. Hein. Un exemple, quelqu'un qui a le syndrome de Gilles de la Tourette, bon, ça va être compliqué. Déjà, je ne sais même pas s'il arrivera que la ou pas, mais bon, ça va être compliqué, on est d'accord. Mais... C'est quoi? Le coquin, oh le coquin. Non, j'ai pas. Ah, tu connais. Ah, alors, Gilles de la Tourette sont des gens qui peuvent avoir un verbiage châtié ou violent à n'importe quel moment. Ah, oui, d'accord. Voilà. Donc, tu imagines, il risque d'insulter le rabbin, toute la famille, alors que le gars est simplement dans une expression neurologique un peu particulière. Voilà. Il peut y avoir des cas. Un exemple, quelqu'un qui ne veut pas se suivre en prenant je crois que c'est de la dépakine, je ne sais plus exactement, dans les cas oui, de schizo ou de quelque chose comme ça, il a non, besoin on appelle ça le grand mal. lithium ou grand mal et petit mal. Les gens qui tombent par terre et qui bavent. Ouh, je suis fatigué. Épilepsie, merci. Voilà. J'allais dire spasmophilie. Voilà. Non, spasmophilie, on peut encore trouver parce que c'est une carence, etc. Mais on va dire biochimique. Mais dans le cas de la. Comment dit-on j'ai perdu le mot, je suis fatigué, excusez-moi. Dans le cas des épilepsies, parce qu'il y a plusieurs types d'épilepsie, voilà, soit la personne prend les médocs qu'il faut, puis c'est traité à court, moyen et long terme, c'est plutôt du moyen et long terme d'ailleurs. Et voilà, et là on peut comprendre. Mais j'ai connu, moi, des patients où le monsieur avait une leucémie et qu'à chaque émotion, leucémie chronique, un bel homme, et à chaque émotion, il s'évanouissait. Compliqué. Hein. Donc, le couple n'a pas tenu. Voilà, un cas. Le couple n'a pas tenu. Parce que lui perdait son emploi tous les 4 matins, parce qu'à chaque fois qu'un patron ouvrait un peu trop grand sa bouche, ben, il s'évanouissait. C'est limite. Voilà, le danger, c'est que le gars, s'il était en bagnole et qu'il a eu peur, il peut aussi s'évanouir, donc ça craint. Donc voilà, et c'est vraiment des pathologies particulières. Et bon, je veux dire, une leucémie, c'est pas rien.
Et voilà, mais c'est vrai que dans le cas de l'épilepsie ou autre, ça peut devenir compliqué. Voilà, ça peut devenir compliqué. Mais maintenant, après, il y a des gens qui souffrent de somnambulisme. J'ai eu voilà, un faux cas non avéré de somnambulisme où le monsieur est allé embêter sa femme alors qu'elle était nida. C'est très compliqué. Très compliqué. Anarchiquement, ça pose un vrai problème. Bon, il y en a qui utilisent ce subterfuge pour embêter leur femme. Mais il y a vraiment des cas de somnambulisme où ça devient compliqué. Voilà. Parce que c'est du viol dans le couple, c'est gravissime. Bon, mais peu importe, simplement pour dire que, bon, le coup de la laine fétide, ça craint. Il n'y a que des pathologies organiques ou, enfin, donc physiologiques ou psychologiques, enfin, neuropsychologiques, qui peuvent être des freins. Mais là, ce sont des pathologies. Et là, on peut comprendre. Soit parce que des gens ont caché un certain type de... Quand une femme est hémophile, on sait que c'est elle qui transmet, je crois, par le facteur 9, si je ne dis pas de bêtises, l'hémophilie, j'espère que je ne dis pas de bêtises, eh bien, même peu importe le type de facteur, mais c'est un facteur sanguin particulier, bon, ben, il faudra faire attention si elle a un garçon, par exemple. Voilà. C'est un risque à courir. Hein. Moi, je connais des couples où il y a des zonicos, c'est-à-dire des champignons au niveau des ongles, et c'est une pathologie un peu particulière qui se transmet d'enfants, de parents à enfants, c'est génétique. Résultat des courses, il y a des gens qui ont trouvé à se marier et les enfants ont hérité de ça. C'est une catastrophe. On aurait pu dire, ah ben non, on ne peut pas le marier, on ne pourra pas le marier, il est handicapé, il a ça comme maladie, il va transmettre à ses gamins. Il y a une femme qui a dit, ok, je prends le risque. Elle prend le risque, les enfants vont se soigner à vie, c'est où? C'est pour ça qu'il y a, et tu le sais, des associations en Israël et maintenant en France, quand dans certains types de pathologies, il y a un risque de transmission, avant qu'il y ait le chidour, avant, on fait faire des tests d'ADN pour savoir s'il y a le facteur de risque de transmettre la maladie. Il y a Avant que le beaucoup chidour se fasse. il y a Pardon? beaucoup de familles ashkénazes pures qui ont un problème comme ça. Voilà. Ou Sfarad pur aussi, il faut le savoir. Et d'ailleurs, Oui. voilà. Donc, dès qu'il y a une. J'aime C'est pas moins dire le connu. mot. Voilà, dès qu'il y a une pureté. Alors, il y a la maladie de Gaucher, ce qu'on appelle la maladie de la fièvre, ils appellent ça, je ne sais plus comment ça s'appelle. On trouve ça beaucoup chez le monde Sfarad, où il y a une pathologie comme ça. Donc, c'est dramatique. Mais là, on peut comprendre qu'il y a un frein. Mais avant le chidour. Parce que même les gens disent, quand le chidour est en cours, on ne fait plus les tests. Gamzo letova. C'est fini. C'est terrible. Pour dire jusqu'où ça va. Bon, après, c'est une question de responsabilité. Mais par rapport à Eretz Israël et aux malades à gérer, etc., si on peut éviter une cata, pourquoi pas? Voilà. Maintenant, pour dire que, évidemment, tout n'est pas bon à dire. Pourquoi? Et parfois aussi, tout devrait se dire dans le cadre du Shidurim, lorsqu'on va cacher une pathologie lourde, lorsqu'on va cacher. Alors, tout n'est pas bon à dire dans le monde chassidique. Si on apprenait qu'il y avait eu un suicidé dans la famille, il y avait Kherem, impossible de faire un chidour. Alors que celui qui est suicidé, ça n'est pas, c'est pas héréditaire, Dieu merci. Donc voilà, ça c'était les bêtises d'avant, malheureusement. Il y avait un divorcé, alors c'est un kherem aussi. Il y avait quelqu'un qui était marié avec un guerre, kherem aussi. Voilà, ça c'est des bêtises. Par contre, une maladie, une Avec pathologie. Asparad aussi, ça marche aussi. Avec un Asparad aussi, ça marche. avec un sparadrap. Tous les sinatrinam existent Non, non, mais de ça c'est nature. pire. Ça c'est pire. C'est vrai que d'aller rigoler. Ça, c'est pire. Non, mais là c'est plus un kherem, c'est une hérésie. Non, non, c'est un mariage mixte. Ouais, ça m'arrive. Exactement. Non, non, là, on frôle, on est carrette. Là, c'est là, c'est clair que. Donc voilà. Non, mais blague à part, toutes ces inepties-là, Dieu merci, ont tendance à disparaître. Baruch Hashem. Maintenant, c'est vrai que quand il y a une pathologie qui est cachée, là, parfois, c'est pas honnête. Et sans faire de. Il n'y a que toi qui vas comprendre, Franck. Voilà, quand il y a une pathologie qui est cachée et que on laisse se marier des enfants alors qu'il y a une pathologie qui va s'avérer plus tard, on est dans la malhonnêteté absolue. On est tout à fait d'accord. Mais je suis
pas tellement d'accord avec toi. Il existe dans certaines communautés toujours ce rapport quand il y a une part dans la famille, eh Oui. ben, la famille est grillée. Elle existe Ah, mais... et moi j'ai eu un Alors, cas. attention. Elle est grillée par rapport au desiderata de la famille qui a le problème. Parce que la famille qui a le problème. Non. Par rapport à la communauté, j'explique. Ah, Il y a, il y vas-y, a, il y a- pardon. j'ai un cas comme ça où euh, le premier enfant s'est marié, très bien, Mazal Tov. Le deuxième enfant, en fin de compte, il s'est marié, mais pas à travers un shidour. Il a vu la fille du voisin, elle lui a plu, en tout bien, tout honneur, et ça s'est fait comme ça. Bon, et alors, où est le problème? La famille était grillée. On a proposé un fond de casserole au troisième enfant qui a divorcé parce que le gars était violent, etc. Enfin, on lui C'est a un fond de proposé. casserole, c'était cramé. C'est un fond de casserole, quoi. Et ça s'est passé de cette manière-là. Alors que si le gars en l'occurrence, s'était marié avec Chidour, etc., eh ben, ils auraient continué à fonctionner entre guillemets, dans le DERER, et il n'y aurait pas eu ce fond de casserole pour cette pauvre fille qui est arrivée en troisième, etc. Et ça, c'est contemporain. Je te parle d'enfants qui ont plus ou moins mon âge, quoi. Ce qui est terrible, c'est que le bon Dieu doit bien s'amuser de tout ça. Ah, c'est affreux. Affreux. Quand tu Affreux. comptes, quand tu comptes les avérotes qui sont donnés là-dedans, c'est une catastrophe, quoi. Alors, je terminerai avec ça parce qu'il est 23 heures, je dois passer un coup de fil. Raframou m'avait dit un jour, quand il cherchait pour ses enfants, j'ai eu le droit d'être celui qui screenait certains détails. Et le père et la mère, Raframou et madame, disaient toujours, est-ce que l'enfant a reçu une éducation équilibrée et épanouissante? Je ne voulais pas savoir les moyens des parents. Non. Vous voulez pas savoir jusqu'où il est allé au niveau du limoun? Non. Si déjà on l'a choisi, c'est qu'on sait qu'il avait le niveau qu'on voulait en termes de Torah. Mais est-ce qu'il est équilibré? Est-ce que les parents sont épanouis? Je me suis dit, mais c'est un truc de fou. Comment un Talmid Chacham, il peut juste demander ça? C'était Raframou. Volbe l'avait tellement impressionné qu'il avait compris que c'était est-ce qu'un enfant est équilibré et épanoui? Alors ça sera un mensch. Je parle un garçon pour une femme, peu importe. Hein. Voilà. Bon, c'est pas grand-chose. Je vous laisse. Bonne soirée. Merci de votre écoute, Monsieur Lévy, Franck. Salut Moshe. À la prochaine. Bye bye. Bye bye. Dites Fabrice en avance. Excusez-moi encore. Bye. Bye bye à tout le monde également. Merci. OK. Bonne soirée. Allez, bye. Merci. Merci à tous. Kol Tov. Pas tout.